Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des intégrales de Wallis. Donc, on va regarder la suite des intégrales. On va l'étudier un peu, trouver un équivalent, trouver une expression, et on va appliquer cette étude à deux cas. On va appliquer à la formule de Stirling, donc à l'équivalent de Stirling, comment trouver la constante dans l'équivalent de Stirling, et au calcul de l'intégrale de Gauss. Donc on verra ça dans une deuxième partie de la vidéo. Pour le moment, on va se concentrer sur l'étude de la suite d'intégrales. Alors, les intégrales de Wallis, elles sont définies pour tout n comme l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos à la puissance n. Donc première chose à noter, ces intégrales existent, puisque cos est continu, cos n est continu sur le segment 0 pi sur 2. Deuxième chose, on peut remarquer que si on fait le changement de variable u égale pi sur 2 moins t, on peut se ramener à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance n. Bon voilà, puisque vous allez vous retrouver avec du cos pi sur 2 moins u, qui va se transformer en sinus u. Et puis les bornes vont s'arranger avec le dt, vous aurez un moins qui va sortir. Donc ça s'arrangera très bien. Donc voilà, on a deux expressions identiques de l'intégrale. Enfin pas identiques, mais deux expressions de la même intégrale. Donc bon, ce qu'on peut noter déjà sur ces termes, c'est la stricte positivité. Donc si on fixe un n, on peut remarquer que en fait, la fonction, mettons cos, elle va être positive sur le segment 0 pi sur 2. Et comme elle est continue et qu'elle n'est pas nulle sur le segment 0 pi sur 2, et ben, l'intégrale va être strictement positive. Donc pour tout t sur le segment supérieur à 0, et cos n est continu. Et c'est pas l'application nulle, et non identiquement nulle. Donc on a la stricte positivité. Deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est la stricte décroissance. Si on fait la différence entre le terme d'indice n moins le terme d'indice n plus 1, on rassemble tout sous la même intégrale et on factorise par cos n. Et on a 1 moins cos de t. Qu'est-ce qu'on marque? Comme juste avant, cette fonction elle va être positive parce que cos est plus petit que 1 forcément. Cette fonction est positive sur tout le segment, elle est continue et elle n'est pas nulle, et donc elle va être strictement positive. Donc c'est les mêmes arguments que juste avant. Donc on a la stricte décroissance. Voilà, donc on a une première conclusion. Ok, super. Bon, donc ça c'était en première approche. Maintenant on va établir une formule de récurrence entre le terme d'indice n plus 2 et le terme d'indice n. Donc je vous invite à mettre pause et à chercher de vous-même, écrire le terme d'indice n plus 2, essayez de faire apparaître le terme d'indice n et regardez ce que vous trouvez. Donc nous on va le faire. Alors on écrit in plus 2, ça va être l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos fois n plus 2, cos à la puissance n plus 2. Et on peut regarder le cos carré à part. Donc on a enlevé le cos carré, donc là on a du... Donc on a enlevé le cos carré, donc là on a du cos n, et on voit que ça fait apparaître le terme sous l'intégrale dans l'intégrale in. Et donc ce cos carré, on va le transformer avec l'identité trigonométrique. On va dire que c'est 1 moins sin carré.
Là, on peut développer et utiliser la linéarité de l'intégrale pour trouver que ça va être l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos n. Et donc là, on a notre terme in, moins quelque chose, et ça va être l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sin carré fois cos n. Mais je ne vais pas l'écrire comme ça, je vais plutôt écrire sinus de t, cos n de t, fois sin de t. Pourquoi? Parce que ça prépare une petite IPP. On va remarquer que en fait ça, c'est la dérivée de cos à la puissance n plus 1 sur n plus 1. De moins cos à la puissance n plus 1 sur n plus 1, pardon. Donc on va primitiver ça et dériver ça. Donc ici on a in de ce côté-là, moins. Donc ici c'est moins cos à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Parce que quand vous dérivez, ça vous fait sortir le n plus 1 qui va s'arranger avec celui en bas. Donc vous avez du cos n de t, et vous dérivez le cos, ça vous fait moins sin, et donc ça fait sin cos n. Fois sinus, et celui-là on va le dériver. Donc la variation entre 0 et pi sur 2, donc plus intégrale de 0 à pi sur 2. Donc on dérive ça, ça nous donne du cos, le moins je l'ai arrangé avec le moins de l'IPP, et ça nous fait 1 sur n plus 1, cos n plus 2 de t de t. Ferme la parenthèse. Ça va valoir 0, puisque en 0, ça vaut 0 à cause du sinus, en pi sur 2, ça vaut 0 à cause du cos. Et donc, on a au final in moins 1 sur n plus 1, in plus 2. Et donc, si on rassemble les in plus 2 du même côté, et qu'on rassemble les in de l'autre côté, ça va nous donner in plus 2 égale n plus 1 sur n plus 2 in. Voilà, donc on a une relation de récurrence entre deux termes. Cette relation, on va l'exploiter à fond. En fait, on va remarquer que si on multiplie ici par n plus 2, donc j'aurais pu laisser le n plus 2 de l'autre côté, donc on va avoir du in plus 2 fois n plus 2 qui va être égal à n plus 1 in. Et ça, si on multiplie cette égalité par in plus 1, fois in plus 1, ça va nous donner du n plus 1, in plus 1, in. Et là, on peut remarquer quelque chose d'assez remarquable, c'est que en fait, on a une égalité entre deux termes consécutifs d'une suite. Quelle suite? Eh ben, c'est la suite n plus 1, in plus 1, in. Ça, c'est valable pour tout n, donc on a que cette suite, justement, est constante. Et elle a pour valeur sa valeur pour n égale 0, donc de valeur 1 fois I1, I0. Voilà. Donc ça va être le moment de calculer I1 et I0. C'est pas un calcul très compliqué à faire. Hein. I0, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 0 de t dt. Donc c'est juste pi sur 2, puisque c'est la longueur du segment d'intégration. I1, ça va être l'intégrale de 0 à pi sur 2. On peut prendre cos, comme ça on n'aura pas de moins quand on fera l'intégration. Ça va être la variation de sinus entre 0 et pi sur 2, ça fait 1. Donc on a un petit bilan qui est que pour tout n naturel, n plus 1 in plus 1 in vaut pi sur 2. Ok, super, donc ça c'est hyper intéressant. Ça va nous permettre d'établir un équivalent et de trouver une expression explicite de in. Donc on pourrait... oui, voilà, donc on va trouver un équivalent. Pardon, l'expression explicite elle se fait avec la relation de récurrence en fonction des termes pairs ou impairs. Donc ça va nous permettre de trouver un équivalent. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser la décroissance de in.
Donc pour tout n, on va mettre supérieur ou égal à 1. On a cette relation par décroissance de in. Si on multiplie tous ces termes par in, qui est positif, donc ça ne change pas le sens des inégalités, on se retrouve avec in plus 1 in qui va être inférieur ou égal à in carré, qui va être inférieur ou égal à in moins 1. C'est-à-dire, si on utilise cette relation qui est là, pi sur 2 fois n plus 1 inférieur ou égal à in carré inférieur ou égal à pi sur 2n. Et là, on a encadré in carré entre deux termes qui sont équivalents à la même chose, à savoir pi sur 2n, et donc on a l'équivalence de in carré. En passant à la racine, on peut trouver un équivalent de in, en plus l'infini, qui est racine de pi sur 2n. Voilà, donc on a un équivalent. Et maintenant, on va revenir un peu en arrière avec la formule de récurrence qu'on avait trouvée, celle-là. Et on va l'exploiter pour trouver une valeur des termes d'indice pair et des termes d'indice impair. Donc on aurait pu le faire avant, mais voilà. Alors. Je vais la réécrire ici. On avait in plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 2 in. Donc je vous invite bien sûr à chercher des termes. Donc vous fixez P, cherchez la valeur des termes. Et on va chercher d'abord le terme d'indice I de P. Donc pour ça, on va faire le produit pour k variant de 1 à P des termes d'indice I de k. Et on va le décaler. Donc on va dire que c'est le produit pour k variant de 0 à P-1 des termes d'indice I de k plus 2. Donc on fait un simple décalage d'indices. Et ça, on peut utiliser la formule qu'on a là en remplaçant n tout simplement par 2k. Ça va être le produit pour k variant de 0 à P-1. Donc d'un côté on a I de k, si on sépare le produit en deux. Et après on a ces termes-là. Donc 2k plus 1 sur 2k plus 2. Alors là, ce qu'il faut remarquer, c'est que en fait, nos i de k, en fait nos in pour n'importe quel n, ils vont être strictement positifs, donc différents de 0. Et donc on va pouvoir les simplifier de chaque côté. Ici, on voit qu'il y en a qui sont identiques, à savoir tous les termes entre 1 et p-1. Et donc on va avoir, en simplifiant ces termes-là, parce qu'ils sont non nuls, i de p égale i0 fois ce produit-là. Ce produit-là, on va le calculer. Donc d'abord, pour le dénominateur, on peut factoriser par 2, et on se retrouvera avec 2 fois k plus 1. Donc le produit des 1,5 pour k variant de 0 à p-1 fois le produit des 1 sur k plus 1. Ça va nous faire, donc je peux détailler, ça va faire produit pour k variant de 0 à p-1 de 1,5, produit pour k variant de 0 à p-1, 1 sur k plus 1. Il nous reste le numérateur, et pour le calculer, on va intercaler, on va essayer de faire apparaître une factorielle en intercalant les termes d'indice pair. Ça va être produit pour k variant de 0 à p-1. Donc on a notre 2k plus 1. On multiplie par 2k plus 2 pour faire apparaître les termes d'indice pair. Et on divise par 2k plus 2 pour les renlever. Ici, c'est tout simplement 1 sur 2 à la puissance p. Ici, c'est 1 sur factoriel de p. Et ici, on a déjà calculé le produit des dénominateurs. C'est exactement la même chose, donc 1 sur 2 à la puissance p fois 1 sur factoriel de p.
Et au numérateur, on va avoir une factorielle. Donc ça va faire le I0, il vaut pi sur 2, fois 1 sur 2p, 2 puissance p, fois 1 sur factorielle de p, fois, donc ici on a la même chose qu'avant, donc 1 sur 2p, fois 1 sur factorielle de p, donc pour le dénominateur. Et pour le numérateur, on va, c'est tout simplement la factorielle de 2p, parce qu'on fait tous les termes. On commence pour k à 0, on a 1 fois 2. Après pour k qui vaut 1, on a 3 fois 4, 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. Et ça jusqu'à k égale p moins 1, à savoir jusqu'au terme d'indice de p. Donc fois factorielle de 2p. Donc on a une expression de i de p. Et ça, pour tout p dans n étoiles, c'est une expression qui est aussi valable pour i0 parce que on voit qu'en remplaçant p égale 0, on retombe sur pi sur 2, la valeur de i0. J'ai simplement pris p supérieur à 1 parce que je voulais pouvoir écrire ce produit-là. On aurait pu considérer que ça valait 1 par convention, parce que ça aurait été un produit nul, mais voilà. Donc ça va faire 2p, factorielle de 2p sur 2 puissance 2p fois factorielle de p au carré. Ok, super. Donc maintenant, on va faire exactement pareil avec les termes d'indice impair. Donc vous pouvez le faire maintenant que vous avez vu comment on fait pour les termes d'indice pair. Donc on fait le produit pour k variant de 1 à p des i de k plus 1. On le décale, on dit que c'est le produit pour k variant de 0 à p moins 1 des i de k plus 1 plus 2. Là, on utilise cette formule en remplaçant n par 2k plus 1. Donc ça va faire le produit pour k variant de 0 à p moins 1 des i de k plus 1 fois le produit pour k variant de 0 à p moins 1. On remplace n par 2k plus 1. Donc ça fait 2k plus 2 sur 2k plus 3. Ici, comme les i sont strictement positifs, on simplifie. Donc on a i de p plus 1 qui vaut i1, donc 1, on va pouvoir le simplifier, fois, au numérateur, on a déjà calculé ce produit, c'est juste que on l'a mis en dessous, il était au dénominateur dans notre truc d'avant. Ça va faire 2 puissance p fois factorielle de p. Au numérateur, on fait comme avant, on intercale les termes d'indice pair et on va pouvoir calculer avec une factorielle. Donc 2k plus 2 sur 2k plus 3, 2k plus 2. Ici, on a la même chose qu'avant qui sort, donc on va mettre ça au carré. Et ici, on a tout simplement 1 sur 2p factorielle, factorielle de 2p. Ah oui, c'est ça. Donc 2 puissance 2p fois factorielle de p au carré. Donc on a notre conclusion. I de p plus 1, ça va valoir 2 puissance 2p factorielle de p au carré sur 2p plus 1 factorielle. Et voilà. Donc on a nos expressions en fonction des termes pairs ou impairs, enfin des termes d'indice pair ou impair. Et on a fini notre petite étude des intégrales de Wallis. Donc on va appliquer ces résultats tout d'abord au calcul de la formule de Stirling, donc de l'équivalent de Stirling. On va calculer l'équivalent de factoriel n. Donc on rappelle la formule de Stirling qui donne un équivalent de factoriel de n en plus l'infini. En fait, cet équivalent, on peut l'établir sans le racine de 2pi. On peut juste montrer que factoriel de n, c'est équivalent à n puissance n sur e puissance n fois une constante strictement positive fois racine de n. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Et dans un second temps, on montrera que cette constante est égale à racine de 2pi. Donc montrons que il existe un c strictement positif tel que
factoriel de n soit équivalent en plus l'infini à c fois n puissance n sur puissance n racine de n. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va étudier la suite un égale factoriel de n fois e puissance n sur n à la puissance n racine de n. Donc pour tout n, on pose un, ce terme. Et on va montrer que cette suite converge vers une constante strictement positive. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, on va regarder le logarithme de un, puisqu'on voit qu'on a du produit, du quotient. Ça se simplifierait bien avec du logarithme. Donc, on appelle Vn le terme ln de un, qui va valoir, donc, ln de e puissance n, ça va tout simplement faire n. ln de factoriel de n, ça va faire la somme par propriété du logarithme k variant de 1 à n de ln de k. n ln de n, ça va, enfin, ln de n puissance n, ça va faire n ln de n. Et racine de n, on aura un 1 demi devant. Voilà. Et on veut montrer que cette suite converge, parce que si cette suite converge, il suffira juste de prendre l'exponentielle, et par continuité de l'exponentielle en la limite de la suite, et ben on aura que un converge vers exponentielle de cette limite, qui est une constante strictement positive. Et on aura trouvé notre résultat. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va pour ça étudier la série télescopique associée à Vn. Donc en fait, la suite Vn converge, et qui va dire que la série Vn plus 1 moins Vn converge. Et ce terme Vn plus 1 moins Vn, il est beaucoup plus simple que le terme Vn. On va pouvoir en trouver un équivalent et montrer que la série converge. Donc c'est ce qu'on va faire, on va calculer Vn plus 1 moins Vn. On va avoir beaucoup de simplifications, donc je vais les écrire pour le moment. Somme k variant de 1 n plus 1 ln de k. Demi ln de n plus 1 moins le terme d'indice n, donc c'est celui que j'ai écrit là. Voilà. Donc il y a pas mal de simplifications. Ce n là il s'en va avec lui. Les sommes elles vont se simplifier. Donc ça va nous faire 1 plus le dernier terme reste donc ln de n plus 1. Ici, si on développe, on va trouver du n ln de n plus 1 moins ln de n plus 1, donc ça va nous faire moins ln de n plus 1 qui vont se simplifier, moins n ln de n plus 1. Ici, je vais factoriser par 1 demi ces deux-là, enfin par moins 1 demi plutôt, moins 1 demi facteur de ln de n plus 1 moins ln de n. Et il me manque ce terme-là, normalement. Et normalement, c'est bon. Ouais. Donc, ces deux termes vont se séparer. Il nous reste 1 moins... on va mettre un moins n ln de n plus 1 sur n. Donc, je factorise par n, ces deux-là, et j'utilise la propriété du logarithme pour trouver un quotient à l'intérieur. Moins 1 demi de ln de n plus 1 sur n. On va réécrire cette fraction pour faire un développement limité selon 1 sur n. Un développement asymptotique du terme ln de n plus 1 sur n. Et donc, ici, on va vouloir aller jusqu'à l'ordre 2. On va vouloir un développement asymptotique à l'ordre 2 en fonction de 1 sur n. Parce que les termes à l'ordre 1, les termes constants vont s'annuler. Les termes à l'ordre 1 aussi, donc on va pousser jusqu'à l'ordre 2. Et donc ici, il faudra pousser jusqu'à l'ordre 3, puisqu'on aura un n devant qui va nous baisser notre degré. Donc ça va faire 1 moins n
Je développe à l'ordre 3, donc moins 1 sur 2n carré plus 1 sur 3n cube plus un petit taux de 1 sur n cube. Et ici, j'ai juste besoin de développer à l'ordre 2. 1 sur n moins 1 sur 2n carré. Je développe, ça fait 1 moins 1 plus 1 sur 2n moins 1 sur 3n carré. Pardon, moins 1 sur 3n carré. Le petit taux de n carré, je le mets à la fin. Ici, moins 1 sur 2n, qui vont se simplifier, plus 1 sur 4n carré. Et plus un petit taux de 1 sur n carré. Donc on a celui-là et celui-là qui se simplifient, celui-là et celui-là qui se simplifient. Il reste un quart moins entière, donc moins un douzième. Moins un douzième, moins 1 sur 12 n carré, plus petit taux de 1 sur n carré. Et donc c'est équivalent, en plus l'infini, à moins 1 sur 12n carré. Voilà. Moins 1 sur 12n carré, c'est négatif, c'est le terme général d'une série convergente, une série de Riemann convergente. Et donc notre série Vn plus 1 de terme général Vn plus 1 moins Vn, elle va converger, parce qu'elle est équivalente et parce qu'on a la constance du signe. Donc la série des Vn plus 1 moins Vn converge. C'est-à-dire que la suite Vn converge. Donc il existe un L tel que Vn tend vers L, et on peut utiliser la continuité d'exponentielle en L. Et on a donc que E de Vn et c'est Un va tendre vers E à la puissance L, strictement positif. Et donc on a notre conclusion, c'est bon, on a fini. Parce que, je le rappelle, Un tend vers une constante différente de 0, donc tend vers notre limite strictement positive. Et donc n factoriel va être équivalent à cette constante fois n puissance n fois racine de n sur E puissance n. Donc Un tend vers E de L différent de 0. Donc factoriel de n est équivalent en plus l'infini à E de L, n puissance n sur E puissance n, racine de n. Donc E de L, on va le noter C bien sûr. C'est une constante. Et le tout, ça va être de calculer C à l'aide des intégrales de Wallis, justement. Donc on a établi cette formule, et l'idée, ça va être d'utiliser les intégrales de Wallis pour calculer la constante C. Donc on se rappelle de l'expression de l'indice, du terme d'indice 2n, qui valait pi sur 2 fois factoriel de 2n sur 2 puissance 2p, 2n, pardon, fois factoriel de n au carré. Bon. Donc on va remplacer, on va trouver un équivalent en plus l'infini, et on va remplacer, en remplaçant les n factoriels par la formule qu'on a trouvée. On va comparer à l'équivalent qu'on rappelle, qu'on avait trouvé au début de la vidéo, donc qui était i de n en plus infini, c'était équivalent à racine de pi sur 4n, en remplaçant n par 2n. Donc racine de pi sur 2 fois 1 sur n, racine de n. Donc on va regarder en plus l'infini ce que ça fait en remplaçant avec notre formule. Donc on a pi sur 2, le factoriel de 2n, on va l'exprimer avec la formule, donc ça fait 2n à la puissance 2n, racine de 2n, en dessous on a un e puissance 2n, et fois un c bien sûr, et pour ce qui est d'en bas, on a 2 puissance 2n, et le factoriel de n au carré, il va devenir n à la puissance 2n fois n, et notre e puissance
n au carré, il va monter en haut, ça va faire un e2n au carré, enfin e2n en haut. Pardon. Donc ça va simplifier. Fois c carré, bien sûr. Donc les c, ils se simplifient, 1 sur c. Et donc ça simplifie. On va rassembler tout ce qui est à la puissance 2n sous la même parenthèse. Donc 2n, c'est la puissance 2n sur 2 fois n. Le tout à la puissance 2n, ça fait 1. Et on a du racine de 2n sur n. Donc ça va faire racine de 2 sur racine de n. Et le racine de 2, il va s'arranger avec lui pour faire du 1 sur 2 racines de n. Donc ça va nous faire du pi sur racine de 2n fois c. Donc i de n équivalent à plus l'infini à pi sur racine de 2n fois c. Et on se rappelle de cet équivalent. Donc en fait, on a deux manières de calculer la limite de racine de n fois i de n. Donc on a racine de n fois i de n. Par cette formule, donc on peut l'appeler 1, et celle-là on va l'appeler 2. Je vais le mettre plus loin le 2. Hop, 2. Donc par cette formule, on a la limite qui va faire pi sur racine de 2 fois c. Donc par 1. Et par 2, ça va tendre vers racine de pi sur 2. Et là, on utilise l'unicité de la limite de cette suite. Et on a l'égalité entre les deux limites. Pi sur racine de 2 fois c égale racine de pi sur 2. Et voilà, maintenant c'est fini, il suffit juste de trouver c. Et donc on isole c et puis on regarde ce qu'on a de l'autre côté. Et en conclusion, on a bien c égale racine de 2pi. Et on a établi la formule de Stirling. Voilà. Donc c'est assez important de savoir comment on fait, de savoir comment utiliser les intégrales de Wallis pour établir la constante, et surtout de savoir montrer que l'équivalent de Stirling est de cette forme-là, parce que l'idée d'utiliser la série associée, la série télescopique, elle revient dans beaucoup de problèmes et beaucoup d'exercices. Donc une autre application des intégrales de Wallis, ça va être au calcul de l'intégrale de Gauss. Donc l'intégrale de Gauss, c'est l'intégrale entre 0 et plus infini de e de moins x carré. Donc c'est une intégrale qui converge, hein, parce qu'en 0, il n'y a pas de problème, ça a une limite. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, on peut majorer e de moins x carré par e de moins x. Et e de moins x, c'est une fonction intégrable, donc il n'y aura pas de problème, cette intégrale va converger. Alors comment est-ce qu'on va faire ? En fait, on va encadrer cette intégrale entre deux intégrales de Wallis. Et pour ça, on va pouvoir peut-être penser à la suite 1 plus 1 sur x, 1 plus x sur n, à la puissance n qui tend vers exponentielle x quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est pas... voilà. Ça c'est un résultat classique, hein, faut savoir le montrer. C'est pas très dur, ça demande un peu de technique. Donc on va penser à ça et on va se demander si par hasard on pourrait pas, par exemple, majorer ou minorer exponentielle x par ce terme. Et en fait oui. Si on pense aux inégalités de convexité, on a, pour tout réel, l'exponentielle de t qui va être supérieure ou égale à t plus 1. Ça c'est une inégalité de convexité très classique. Et en remplaçant t par x sur n, et ben en fait on trouve que exponentielle de x sur n va être supérieur ou égal à x sur n plus 1. Et là on aimerait élever à la puissance n parce qu'on aurait à droite exactement ce qu'on veut et à gauche exponentielle x. Juste petite remarque, pour conserver le sens des inégalités, il faut que ça ce soit positif. Donc pour x qui va être plus grand que moins n, ça va marcher. Donc pour x supérieur ou égal à moins n, on peut élever à la puissance n, et donc ça fait e de x
supérieur ou égal à x sur n plus 1, le tout à la puissance n. Donc on a notre première inégalité avec cette condition. C'est important de la garder en tête. Maintenant on va vouloir majorer exponentielle. Et là, ça va être à peu près pareil. C'est juste que on s'est dit que pour le coup, si on avait élevé à la puissance n et que ça nous avait inversé l'inégalité, ça aurait été bien pratique parce qu'on aurait majoré exponentielle x par un truc. Donc ça va pas marcher puisque on voit qu'en élevant à la puissance n, ça conserve le sens des inégalités. Par contre, si on élève ça à la puissance moins n, là ça va inverser le sens des inégalités parce qu'on se place avec n plus grand que 1 puisqu'on se permet de diviser par n, etc. Donc pour ça, on va vouloir remplacer t non pas par x sur n mais par moins x sur n. Pour retomber sur nos pattes quand on élèvera la puissance moins n. On a e de moins x sur n qui va être supérieur ou égal à 1 moins x sur n. Toujours cette inégalité qui est valable pour tout réel. On veut quand même que ce soit positif pour pouvoir élever, pour que tout ça conserve son sens. Et donc, pour que ce soit positif, il faut que x soit inférieur ou égal à n. Ouais. Donc c'est important. On peut élever à la puissance moins n et ça va inverser les inégalités. Donc on va avoir e de x qui va être inférieur ou égal à 1 moins x sur n, le tout à la puissance moins n. Et donc là, on a un encadrement pour x entre n et moins n. Donc on a 1 plus x sur n qui est inférieur à e de x qui est inférieur à 1 moins x sur n à la puissance moins n. Et vous allez me dire que ça ne va pas parce que ici on ne voulait pas du e de x mais on voulait initialement du e de moins x carré. Et ben c'est pas grave, il suffit de remplacer x par moins x carré à condition qu'on ait toujours cette condition sur x, donc sur moins x carré. Donc on veut que moins x carré soit entre moins n et n. Donc on veut que x carré soit entre moins n et n. Donc on veut que x soit entre moins racine de n et racine de n. Donc pour tout x entre moins racine de n et racine de n, on a notre inégalité. Donc on peut remplacer x par moins x carré. 1 moins x carré sur n à la puissance n qui va être inférieur ou égal à e de moins x carré. Ça va être parfait parce qu'on va pouvoir l'intégrer sur après un intervalle bien choisi. Ça va être inférieur ou égal à 1 plus x carré sur n à la puissance moins n. Et en fait, comment on va retrouver les intégrales de Wallis ici? Si on intègre, on se rend compte que ça, si x carré sur n ça valait quelque chose comme sinus, sinus carré, pardon, et ben on aurait 1 moins sinus carré, ça donnerait du cos carré, et donc on aurait cos à la puissance de n et on retrouverait l'intégrale de Wallis numéro 2n. Et ici pareil, mais 1 plus quelque chose au carré, on pense à tangente, et ça va nous faire du 1 sur cos carré qui va s'arranger avec le moins n. Donc vous allez voir, ça va bien s'arranger. Ici c'est valable pour x entre moins n et n. Et là on considérait des x positifs, donc notre intervalle d'intégration il sera assez naturel. Ça va être l'intervalle 0 racine de n. Donc on intègre. On a l'intégrale de 0 à racine de n de 1 moins x carré sur n, le tout à la puissance n, qui va être inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à racine de n de e de moins x carré. Et ça c'est parfait parce que quand on va faire tendre n vers plus l'infini, comme notre intégrale converge par critère séquentiel de la limite, on va avoir ceci qui va tendre vers l'intégrale de Gauss. Et ça va être inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à racine de n de 1 plus x carré sur n, puissance moins n. Et voilà, et donc l'idée,
ça va être de partir de cette inégalité et de travailler les deux membres de droite et à gauche. Donc ça va pas être très dur, on va juste faire un changement de variable. On va commencer par celui de gauche. Donc on va poser notre U judicieusement. Alors comme je l'ai dit, on voulait que x carré sur n, ce soit égal à, par exemple, sinus carré. Donc on va plutôt poser x, changement de variable. Donc on veut que x, ce soit sinus, comme ça on aura du sinus carré, fois quelque chose qui va s'annuler avec le n, donc racine de n. Donc racine de n fois sinus u. Ok, super, donc ça va bien s'arranger. Au niveau des bornes, on a le dx qui est égal à racine de n fois cos u du. Au niveau de l'élément différentiel. Et pour les bornes, tout simplement, quand x varie de 0 à racine de n, u va varier de 0 à pi sur 2 en fait. On peut le voir en exprimant u en fonction de x. Donc ça va faire arcsin x sur racine de n. En 0, arcsin de 0 ça fait 0. Et en racine de n, arcsin de 1 c'est pi sur 2. Donc c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2. Donc on remplace tout ça. 1 moins x par racine de n sinus u, donc ça va faire sinus carré, c'est fait pour. Sinus carré de u. Notre élément différentiel, ça va être racine de n cos u. Racine de n cos u du. Et là, c'est magnifique. On se retrouve avec l'intégrale de Wallis. J'ai oublié le puissance n ici. De terme n plus 1. 2n plus 1. Donc on continue. Donc ça, on remplace par cos carré. On sort le racine de n. Racine de n fois intégrale de 0 à pi sur 2. Cos puissance carré puissance n, ça va faire cos 2n. Et derrière, il y a un cos plus 1 de u du. Et c'est racine de n fois i 2n plus 1. Ok. Au niveau de ce terme-là, ça va être à peu près la même chose, mais le changement de variable sera un tout petit peu différent. Donc comme j'ai dit, on va penser à de la tangente. Ici, on n'a pas du 1 moins quelque chose au carré, on a du 1 plus quelque chose au carré, et là on pense à 1 plus tangente carré. Donc on voudrait que ça fasse tangente carré, donc que x sur racine de n fasse tangente de u. Et donc on pose x égale racine de n fois tangente u. Notre élément différentiel dx sera racine de n, on va mettre 1 plus tangente carré de u du. Et notre u, on peut l'exprimer facilement avec arctan. X sur racine de n. Donc nos bornes, comment est-ce qu'elles vont varier? Quand x vaut 0, arctan de 0 c'est 0. Quand x vaut racine de n, arctan de 1 c'est pi sur 4. Alors là on se dit mince, on n'a pas exactement l'intégrale de Wallis, puisque l'intégrale de Wallis elle va jusqu'à pi sur 2. Mais c'est pas grave, parce qu'on va pouvoir encore majorer ça par l'intégrale jusqu'à pi sur 2. Donc ça va bien s'arranger, pas de souci. Donc on a du 1 plus tangente carré de u, ça c'est fait pour, à la puissance moins n, fois l'élément différentiel qui devient 1 plus tangente u carré racine de n du. Donc là, on arrive au bout. Ici, ça va faire moins n plus 1. Ça va faire 1 sur cos carré, et donc ça va faire 1 sur cos 2n moins 2. Et le racine de n va partir devant. Donc ça fait racine de n intégrale de 0 à pi sur 4. 1 sur cos carré de u. Puissance moins n plus 1 du. Et ça c'est racine de n pour l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cos
2n moins 2. Et on reconnaît l'intégrale de Wallis, bien sûr. Enfin, pas encore justement. On reconnaît l'intégrale de Wallis d'indice 2n moins 2. Enfin, qu'on va vouloir on va vouloir reconnaître l'intégrale de Wallis d'indice 2n moins 2, pardon. Et donc pour ça, on va majorer par cette intégrale. Comme les termes sont positifs, on n'est qu'avec des termes positifs, on peut majorer, on peut rajouter racine de n fois l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2, cos de z moins 2 de u du. Et en sommant, ça va nous donner racine de n fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 cette fois-ci, cos de 2n moins 2 de u du. Et ça, c'est racine de n i 2n moins 2. Et donc, en conclusion, si on reprend ce qu'on avait écrit au-dessus, ici, on a vu que c'était racine de n fois i de n plus 1. Pour tout n supérieur ou égal à 2, hein, ici on se place au-delà de 2. Donc i de n plus 1, qui va être inférieur à l'intégrale de Gauss, enfin quelque chose qui va tendre vers l'intégrale de Gauss en tout cas. Et ça va être inférieur à racine de n fois i de n moins 2. Mais on se souvient de l'équivalent qu'on avait écrit avant. In, c'est équivalent à racine de pi sur 2n. Donc, i de n plus 1, ça va être équivalent en puissance infinie à racine de pi sur 4n. Donc 1 demi de racine de pi sur n. Et i de n moins 2, ça va être pareil. Racine de pi sur... C'est bien sûr que j'ai fait... c'est 4n plus 2, mais ça c'est équivalent à 4n. Donc, et là c'est pareil, c'est 4n moins 4, mais c'est équivalent à 4n. Donc 4n égale 1 demi de racine de pi sur n. Et donc quand on multiplie par racine, eh ben, on peut trouver la limite. Et là c'est fini. Racine de i de n plus 1 va tendre vers racine de pi sur 2. Racine de... pardon, pas racine de i de n plus 1. Racine de n fois i de n plus 1. Racine de n fois i de n moins 2 va tendre vers racine de pi sur 2, parce qu'on a écrit là. Et on conclut par passage à la limite même, puisqu'on sait que cette suite a une limite, parce qu'on a vu que l'intégrale de Gauss était intégrable. On a racine de pi sur 2 qui va être inférieure ou égale à l'intégrale de Gauss, qui va être inférieure ou égale à racine de pi sur 2. Et donc en conclusion, notre intégrale de Gauss est égale à racine de pi sur 2. Voilà, c'est une très jolie manière de calculer cette intégrale. Bon, elle est écrite dans un coin, c'est pas très flatteur pour elle, mais voilà, c'est une très belle application des intégrales de Wallis. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup.